On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. La tête de mort revient souvent en relation avec les francs-maçons. Quelle est son importance? La tête de mort nous pousse à la réflexion et nous rappelle que l'existence humaine est limitée. Elle symbolise l'obligation de renoncer à toute forme de vanité de la vie, car la mort est la fin des apparences. La tête de mort est donc un rappel de la brièveté de la vie et de sa valeur. Si l'existence était illimitée, elle n'aurait pas cette qualité. Quel est le sens de l'échiquier qu'on trouve dans une loge? C'est ce qu'on appelle le pavé mosaïque, qui représente le temple de Salomon. Dans les formes géométriques de ce parquet, on trouve des triangles et des losanges, pas des carrés, comme sur un échiquier. Ils sont assemblés en structures mathématiques et géométriques secrètes, telles que le nombre pi et d'autres. L'usage du tablier remonte-t-il aux maçons qui y mettaient leurs outils? Dans le domaine opérationnel, là où les francs-maçons suivent volontiers les traditions, on dit que les tailleurs de pierre portaient des tabliers pour se protéger dans lesquels ils posaient leurs outils. Le tablier est également le vêtement d'Adam et Ève après la prise de conscience de leur nudité. Le tablier de l'apprenti est blanc, il symbolise la pureté de l'homme. Il existe des loges de recherche dans la franc-maçonnerie. Que font-elles? Ce sont en Allemagne les loges Quatuor Coronati et Frédéric le Grand. Leurs membres remettent des rapports, des pensées, des écrits que l'on publiait une fois l'an sous forme de livres. Si on part du fait que la franc-maçonnerie est l'instrument d'une puissance supérieure, on s'intéresse aux effets que produit l'appartenance à la franc-maçonnerie. Avez-vous reconnu quelque chose ? La franc-maçonnerie conserve les vérités et les secrets ultimes de l'humanité. Est-ce que les francs-maçons en sont conscients ? C'est un autre sujet. Quand on observe les publications des loges de recherche, on peut évaluer le nombre de francs-maçons qui ont pris conscience. Cela repose sur la vanité et une certaine envie de communiquer. Le frère est fier de voir ses idées publiées et de savoir que tous les frères recevront un exemplaire du livre. Le liront-ils? Ce qui compte pour moi, c'est que les personnes qui utilisent et qui guident la maçonnerie en connaissent les contenus spirituels et la manière de les intégrer et sachent si cela vaut vraiment encore le coup de guider, d'avoir la fraternité sous son contrôle. Si trop de frères atteignent ce degré de connaissance et comprennent de quoi il s'agit réellement, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. On peut donc retenir que dans l'ensemble des loges, seuls les hauts grades connaissent réellement les tenants et les aboutissants, et que ce sont ceux qui décident du moment où ils communiquent. C'est vrai, c'est ce que disait Albert Pike, fondateur du Ku Klux Klan en 1867, dirigeant mondial de la franc-maçonnerie dans les années 1870, grand prêtre de l'église satanique entre 1859 et 1871, il aurait mis sur papier les détails d'un plan en vue d'établir le nouvel ordre mondial. Pour le dire crûment, c'est ce qu'il faut car la masse des francs-maçons est aussi stupide que la masse des êtres humains. Ils doivent être un peu stupides et très malléables pour qu'on puisse les contrôler et les guider. Les francs-maçons se prennent pour les élites du monde. On les incite aussi à le penser, ce qui est une bonne chose. C'est le moyen de contrôler le simple franc-maçon comme le simple catholique. Les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Le niveau d'un catholique n'est pas comparable à celui d'un franc-maçon parce que le franc-maçon est beaucoup plus critique. Il va puiser plus en profondeur. Il a quand même besoin d'être guidé. Les grands hommes ont aussi besoin d'être contrôlés. C'est la raison d'être de différents degrés. On peut ainsi jauger le potentiel spirituel d'un frère pour le placer au bon endroit. La franc-maçonnerie remplit des tâches politiques internationales avec beaucoup de succès. Les francs-maçons occupent en général des positions sociales, dirigeantes et non des emplois subalternes. Oui, je connais le commentaire d'Albert Pike sur les premiers degrés.
Je le cite dans mon livre jaune numéro 1. Il date d'une lettre du 11 janvier 1970 à Giuseppe Mazzini, le chef des Illuminati de Bavière. Nous devons autoriser toutes les fédérations à continuer à exister à l'intérieur de leur système, dans leurs organisations centralisées, avec leurs différentes façons de correspondre entre eux au grade. Nous devons mettre en place un rite supérieur qui doit être resté secret et dans lequel nous laisserons entrer les hauts grades que nous aurons choisis. Ces hommes doivent garder le secret absolu. Ce rite supérieur nous permettra de diriger la franc-maçonnerie dans son ensemble. Il sera notre centre international qui aura d'autant plus de pouvoir que son existence sera secrète. Ce sont des principes très clairs. On ne peut utiliser que des maçons de haut grade. C'est exact. Les loges bleues sont une forme de collecteur, tout à chacun peut y pénétrer. Puis, on les prépare à devenir des hauts grades. On peut faire la demande pour devenir haut grade. Après avoir passé le vote des boules, blanche pour l'adhésion et noire pour un refus, on accorde ou on refuse la demande. On ne peut pas postuler pour les très hauts grades. On reçoit un jour une lettre dans laquelle on nous convie à participer. On peut accepter cette proposition. Si on ne réagit pas, on n'entendra plus jamais parler de l'ordre. Et évidemment, on est invité parce que la loge pense en tirer un avantage. Exactement. On nous demande d'une façon particulière de faire vœu de garder le secret et on doit en faire la preuve. On doit faire ces preuves par un travail spirituel et la participation à l'élaboration du temple de Salomon. Cette construction n'est pas assez clairement définie pour pouvoir la distinguer sans effort. Il faut vraiment y mettre du sien. La majorité des frères aspirent à monter de grade en grade, à recevoir des décorations et d'autres signes extérieurs. Ils passent à côté de l'essentiel, ils oublient qu'ils peuvent aller plus loin. Je regrette cette situation, mais souvent leurs besoins ne vont pas beaucoup plus loin. Qu'est-ce que la discipline de l'arcane ? Quand on atteint un degré supérieur, on doit faire le vœu de ne pas communiquer aux frères de grade inférieur le savoir qu'on a reçu. Dans l'ensemble, c'est pour ne pas précipiter l'acquisition des enseignements, ce qui me semble une bonne chose. Il y a le vœu de ne rien dire du tout ? C'est exact. Cela commence au premier degré de l'apprenti. On se passe la main droite à travers la gorge, ce qui veut dire « je me laisserai couper la tête avant de révéler le secret de la franc-maçonnerie ». C'est ainsi que les francs-maçons est éduqués. Il ne doit pas communiquer ce qu'il voit et apprend à l'intérieur de l'ordre. On fait tellement de vœux dans notre progression que tous ne peuvent pas être respectés. Quand on est franc-maçon, on est entraîné à être convaincu de ne rien laisser transparaître. Je ne dois rien dire de ce que je sais. Et cette capacité à regarder le silence s'imprègne profondément en nous. Cela devient une seconde nature. C'est une qualité qui a son intérêt aussi dans le monde extérieur. Il y a, à l'heure actuelle, environ 5 millions de francs-maçons dans le monde. Beaucoup de francs-maçons ont des postes très importants dans l'économie et la politique. Quand en tant que patron, je peux recruter un collaborateur qui est membre d'une loge, je sais que cette personne sera plus sûre et plus discrète qu'une autre. Si je suis moi-même franc-maçon, je préfère engager un autre franc-maçon parce que je sais comment je peux le manipuler. Pourquoi ne peut-on pas partager ses secrets avec d'autres personnes ? Le savoir que nous détenons est multiple, complexe et souvent sensible. Il contient les vérités fondamentales de l'humanité et il donne des explications sur les mystères les plus profonds de l'être humain. On ne peut confier certaines choses, mission, mandat, dossier, objet, qu'à certaines personnes soigneusement préparées, seules, capables de bien les gérer. Même les gens très intelligents et très cultivés doivent être guidés et conseillés. Le cercle de ceux qui protègent ces connaissances ne permettrait pas que des personnes inappropriées accèdent à ce trésor. La majorité des gens dans le monde ne s'intéressent pas à ce genre de choses. La curiosité n'est pas suffisante pour participer au mystère. C'est également le cas pour la majorité des frères qui sont membres de l'ordre. Ils ne savent pas ce qui fait l'essentiel de la maçonnerie. Il y a aussi le savoir qui est accumulé mais pas réellement compris. Comme ils ne peuvent pas déchiffrer le texte, ils pensent en savoir beaucoup. En réalité, ils suivent une fausse piste.
Vous parlez de vérités fondamentales et des mystères les plus profonds de l'être humain. Pourriez-vous les résumer en 3 phrases? Oui, mais les résumer en 3 phrases, ce n'est pas possible. J'ai mis 15 ans à arriver à ce degré de connaissance, c'est difficile à résumer. Peut-être 5 phrases? Les vérités fondamentales ressemblent aux lois hermétiques, en haut comme en bas. Le monde est en résonance, le monde matériel est en résonance avec le monde des esprits. Le meilleur outil est l'arbre de vie de la Kabbale, avec ses séphirotes. Quiconque s'est intéressé de près à la Kabbale, qui est la tradition mystique juive, et qui en maîtrise les clés, sait que l'arbre de vie part de la couronne en haut, qu'on appelle Keter, qu'il descend vers le royaume de Malkout, dans le nombril de la Terre, donc la réalité physique associée à la Terre, qu'il remonte vers la cime, et qu'entre les deux, il y a 8 stades d'évolution que l'on traverse dans sa vie. Cela fait partie des vérités fondamentales. Il y en a d'autres. Le fondement de la tradition kabbalistique est la recherche d'une relation directe avec l'Éternel. Selon la Kabbale, tout ce que le Créateur a créé dans le monde, il l'a créé dans l'homme. D'où le symbole qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'explication du fonctionnement de l'arbre de vie prendrait déjà trop de temps. C'est un sujet qui exige de nombreuses années d'études. Apprendre à penser selon la Kabbale est une des clés pour atteindre la maîtrise. Quand on dit la franc-maçonnerie accepte, cela veut dire que les frères ont accepté la tradition kabbalistique. Ce sont les francs-maçons de l'ancienne tradition. La pensée kabbalistique s'est imposée assez tardivement en Europe. Son influence sur la théosophie a permis de mettre en lumière l'action de l'esprit sur la matière et inversement le développement de la matière vers l'esprit. Le terme accepter ne veut donc pas dire que le système a été accepté en Allemagne? Non, cela veut dire que leur façon de penser s'appuie sur la Kabbale et l'ordre des francs-maçons est pétri de traditions kabbalistiques. Il y a un degré qui s'appelle le kabbaliste. Sans la pensée kabbalistique, on ne peut comprendre ni la franc-maçonnerie ni la Rose-Croix. Revenons à mon cheminement de la franc-maçonnerie. Je suis devenu apprenti et j'ai commencé à suivre les préceptes et à garder le silence. Un apprenti travaille, obéit et apprend à se taire. C'est quand il devient compagnon qu'il commence à regarder autour de lui et à se rendre utile. Le compagnon commence à faire des voyages, ce qui veut dire qu'il rend visite à d'autres loges en compagnie d'un vénérable maître. Je garde un bon souvenir de ces voyages. Après avoir découvert les loges de mon obédience, j'ai pu avoir un aperçu de ce qui se passait dans d'autres obédiences. Leur rituel, un symbole, me paraissait assez étrange. Aujourd'hui, je sais que la différence se limite aux apparences. La symbolique et les rituels de francs-maçons expriment la même logique saisissante en dépit des différentes apparences. Maintenant que je suis un haut grade, avec pas mal d'expérience, je peux rapidement identifier et interpréter les symboles qu'on montre aux informations télévisées sur des sujets politiques ou économiques. J'ai dû suivre un long cheminement pour arriver à cette connaissance. Quels sont les effets de la franc-maçonnerie dans la société et dans la vie quotidienne? La franc-maçonnerie, comme institution et organisation, n'exerce aucune influence sur l'extérieur. Chaque frère, par contre, agit dans son entourage proche et dans sa profession et de façon très efficace. Les francs-maçons ont des liens et des réseaux internationaux très forts et très soudés. Ronald Reagan, l'ancien président américain, répondait à un journaliste russe un jour. Quand on a besoin d'une aide rapide et informelle pour résoudre un conflit où que ce soit dans le monde, on peut toujours compter sur l'appui des loges maçonniques. Je viens d'expliquer que les francs-maçons ont une forme bien précise et particulière de communiquer. Ce que disait le président américain peut vous donner des indices sur votre réflexion sur le résultat concret qu'une telle déclaration induit. Tous les jours, s'échangent des missives et des nouvelles sur le mode maçonnique. Comment peut-on les reconnaître dans l'économie, en politique? S'agit-il des fameuses poignées de main, de la façon de se serrer la main? Les poignées de main sont une des méthodes. Je pense plutôt aux informations, aux messages transmis à un frère par l'intermédiaire de la presse ou de la télévision. À la télévision, on voit des poignées de main. Quand deux frères se serrent la main, on peut déchiffrer également le placement des pieds. Ce qui a davantage d'importance,
C'est le texte d'une information, la façon d'enchaîner les mots, la formulation. Quand un texte est formulé de telle façon qu'il rappelle le passage d'un rituel, en tant que franc-maçon, on tend l'oreille, parce qu'on a entendu ce texte d'innombrables fois. Il s'agit exclusivement de rituels de loge bleue. On entend ou on lit l'information, on y découvre un message maçonnique, on relit ou réécoute la même information d'un point de vue maçonnique. C'est ainsi qu'on détecte les signaux cachés et le sens réel du message que l'expéditeur a voulu transmettre au destinataire initié. Celui-ci peut en tirer des conclusions, par exemple qu'il doit agir et se mettre en relation avec d'autres frères. On passe un coup de téléphone. Écoute, tu as entendu ce qu'ils ont dit au journal télévisé de 20 heures? As-tu compris de quoi ils parlaient en fait? De tels appels débouchent sur une dynamique qui mène à un résultat précis. Parfois, on veut informer les frères de décisions politiques qui viennent d'être prises.